Bien, Monsieur le Président de la MGEN, Madame et Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'ESP, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être ici pour bien des raisons. D'abord, parce que c'est la MGEN et je tiens à la remercier de vous, de nous accueillir dans ce lieu où je ne viens pas pour la première fois et qui est souvent mis à disposition des enjeux d'intérêt général de l'éducation nationale. Et on doit en être reconnaissant à cette institution amie. Et puis, je suis là aussi de façon très heureuse parce que le thème que vous abordez aujourd'hui est pour moi un thème essentiel. Et je ne dis pas cela parce que je suis devant vous. Vous venez de le rappeler. C'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est essentiel pour des raisons évidentes, sur lesquelles je n'ai pas besoin de faire de longs développements devant un public averti comme vous, parce que tout simplement, les SP sont au cœur des enjeux de l'évolution de l'éducation nationale. Lorsqu'on regarde les grandes études internationales, les deux premiers facteurs qui conditionnent la qualité d'un système éducatif, c'est d'abord la formation des professeurs et ensuite la convergence d'intentions, de valeurs entre les familles et l'école. C'est lorsque les parents et l'école convergent dans la même direction, eh bien, ceci aide. Il y a d'autres facteurs, ce ne sont pas les deux seuls, mais ces deux-là sont fondamentaux. Et d'ailleurs, ont un lien entre eux, parce que le deuxième sujet que j'ai évoqué devrait être plus présent à l'intérieur du premier sujet. Mais le fait est que nous avons évidemment des marges de progrès dans ces domaines, dans ces différents facteurs, et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse tant aux SP. Je m'y intéresse en faisant d'abord référence à ce qui est nécessaire pour tout système scolaire s'il veut avancer à mes yeux, et qui est au cœur de votre rencontre d'hier et d'aujourd'hui. C'est, je l'ai souvent répété aussi, le triptyque recherche, nous en parlons, comparaison internationale. La comparaison internationale fait partie de la recherche et la recherche fait partie de la comparaison internationale. C'est quelque chose de très important et là aussi d'insuffisamment développé en France. Lorsque je regarde les débats publics français sur l'école, je suis toujours stupéfait par le degré d'autocentrage, si je puis dire, sur la France. Et d'abord parce que certains débats, en réalité, n'ont plus lieu d'être si on regarde ce qui se passe ailleurs. Et par ailleurs, parce que certains débats gagneraient beaucoup et pourraient progresser beaucoup si on se donnait la peine de regarder ce que font les autres sans œillères, sans préjugés, mais avec tout simplement la volonté de faire progresser notre système éducatif. Et puis il y a un troisième pilier qui est très important, qui est lui aussi extrêmement lié aux deux précédents. Ils sont tous articulés. C'est ce que j'appelle d'un point de vue large l'expérience. Et dans cette notion d'expérience, je mets deux choses. D'une part, l'expérience accumulée, c'est-à-dire nous ne partons pas de zéro. Notre système éducatif français en particulier a une magnifique histoire, une magnifique trajectoire avec ses qualités et ses défauts. Nous devons savoir sans arrêt récapituler, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis je mets une deuxième chose derrière ce mot d'expérience, c'est celui d'expérimentation. Nous devons évidemment expérimenter, et qui dit expérimenter dit évaluer, et donc la boucle est bouclée, on revient à la recherche. Expérimenter, c'est faire des protocoles, très souvent avec des méthodes les plus en pointe, c'est souhaitable, et notamment la randomisation, qui est devenue une méthode de référence fondamentale dans le monde d'aujourd'hui, et puis tout simplement une capacité à avoir du recul sur chacune de nos expérimentations, de façon soit à les arrêter, soit à les continuer, soit à les élargir, là aussi dans l'intérêt des élèves. Très souvent, je suis amené à faire des analogies avec la santé. Vous y avez fait référence d'ailleurs, parce que même si cette analogie a ses limites, elle vaut quand même beaucoup pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Lorsque vous allez chez le médecin, il y a une confiance implicite totale vis-à-vis du médecin, et je dis ça à la MGEN qui est à l'articulation des deux sujets. Lorsque vous êtes chez le médecin, vous faites confiance parce que vous n'y pensez même pas, mais vous savez que la personne que vous avez en face de vous, elle est allée dans une université où, les personnes qui la formaient lisaient des journaux de médecine en permanence et se mettaient au fait sans arrêt de ce qui se faisait de mieux dans le monde en matière médicale, et notamment dans le domaine de spécialité de cette personne. Et deuxièmement, le professeur de la personne que vous avez en face de vous était la moitié du temps avec des vrais malades dans des vrais hôpitaux pour sans arrêt confronter sa théorie à sa pratique, ce qui est essentiel. Et donc, on retrouve mutatis mutandis ces deux enjeux pour les SP, et nous devrions sans arrêt être guidés par cela, c'est-à-dire
un, de la recherche de pointe de niveau international, deux, de la présence de praticiens qui continuent à être devant élèves, savent ce qui se passe concrètement dans les classes des écoles, des collèges et des lycées, et peuvent ainsi transmettre aux futurs professeurs un savoir-faire sans arrêt régénéré dans la réalité. Nos élèves changent pour le meilleur et pour le pire. Je suis sans arrêt interrogé sur l'évolution des comportements des enfants de maternelle et d'élémentaire en ce moment, liés aux problèmes de concentration, souvent attribués aux enjeux de la société des écrans. Il y a des recherches sur ce sujet, il y a des expériences sur ce sujet, et les échos du terrain sont essentiels pour nourrir les besoins de recherche en la matière, les observations et surtout les savoir-faire professionnels que l'on veut transmettre aux futurs professeurs. On a donc besoin de cette dimension de théorie et de pratique qui est essentielle. Karl Marx disait « il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie ». On n'attend pas toujours que je cite Karl Marx, mais cette phrase est une phrase fétiche pour moi, parce que je me suis toujours refusé à opposer théorie et pratique. Nous avons au contraire à articuler les deux. Et l'institution académique par excellence, qu'est l'école, doit sans arrêt valoriser cette dimension d'articulation entre théorie et pratique. Pour toutes ces raisons, l'ESP est central dans la vie de notre pays, dans la vie de notre société, parce qu'il est l'élément matriciel de la formation des professeurs, qui est l'élément clé de l'évolution de notre école. Donc, ce que vous avez dans les mains, ce que vous avez en responsabilité est essentiel, et c'est pourquoi, en effet, je m'exprime sur le sujet, c'est pourquoi je parle souvent de cela avec Frédéric Vidal, parce que nous voulons des évolutions qui aillent dans le sens que je pense nous souhaitons tous ensemble, qui correspondant à ce que vous avez dit l'un et l'autre à l'instant, à ce que je suis en train de vous dire, et qui doit aller vers l'amélioration de la qualité. Cela passera donc par des évolutions dont nous aurons l'occasion de parler. On ne se précipite pas sur le sujet, mais nous avons besoin de discuter, de se parler pour arriver aux objectifs que nous nous fixons. Je pense que nous avons donc d'abord et avant tout à stimuler la recherche scientifique fondamentale pour l'amélioration de notre système éducatif. Vous le savez, c'est un signal que j'ai donné aussi en arrivant comme ministre de l'Éducation nationale, notamment par la création d'un conseil scientifique de l'Éducation nationale. Ce conseil scientifique est composé de 21 membres et il est pluridisciplinaire et il donne déjà un premier signal qui est très important, c'est que les politiques publiques doivent être inspirées par ce que les disciplines concernées par l'éducation peuvent nous dire de cela. Je n'ignore pas les critiques qui ont pu être formulées sur ce point. Et d'ailleurs, lorsque je disais tout à l'heure que le débat public gagnerait à être un petit peu plus international, ça fait partie de ce que j'évoquais. Autrement dit, il y a certains propos que je trouve assez renfermés. Bien entendu, une telle démarche est aux antipodes de tout scientisme. Il est quand même stupéfiant dans le pays de Descartes, mais le pays de Pascal, le pays de Poincaré, le pays de Cédric Villani. Il est stupéfiant quand on parle de science d'avoir immédiatement quelqu'un qui s'agace et dit scientisme. C'est dans une période où nous sommes menacés par des néo-obscurantismes de tous ordres, y compris des obscurantismes anti-technologiques, des obscurantismes, encore une fois, de tous ordres. Il est stupéfiant que dans le milieu académique, quand on dit science, on vous rétorque scientisme. Bien sûr, le risque de scientisme existe toujours, mais je ne considère absolument pas que le fait de créer un conseil scientifique correspond à une quelconque démarche scientiste. Je n'ai jamais prétendu, et je ne prétendrai jamais, qu'une quelconque science, une quelconque démarche scientifique va nous apporter toutes les solutions à tous les problèmes que nous avons. Il n'y a évidemment aucune pensée magique. C'est même le contraire de la pensée scientifique que d'avoir une pensée magique. Nous savons tous que le progrès est nécessairement quelque chose de perpétuel et que la perfection n'est pas de ce monde. Et nous avons donc sans arrêt à avancer, à tâtonner, et c'est bien le sens de la démarche scientifique que de faire cela. Mais au nom du risque de scientisme, faut-il se passer de ce que nous apporte comme éclairage les sciences ? Eh bien, si nous faisons cela, nous nous condamnons tout simplement à être un pays en retard, un pays qui progressivement déclinera parce que d'autres font des choses à la lumière des sciences que nous ne ferions pas. Donc nous devons absolument redonner toute sa place dans le ministère le plus concerné par ce sujet aux sciences au sens le plus large du terme, avec une ouverture d'esprit et en évitant les caricatures autant que possible,
En disant ça, je pense aussi à l'importance que j'accorde aux sciences cognitives. Les sciences cognitives, et je dis sciences cognitives, je ne dis pas neurosciences. Les sciences cognitives, ça inclut par exemple la psychologie. Les sciences cognitives, que ça nous plaise ou non, c'est une révolution scientifique fondamentale de notre époque. Alors, parce qu'on devrait se contenter de caricatures sur les sciences cognitives, il faudrait dire non, ah non, ça, je ne veux pas en entendre parler parce que c'est une vision mécanique de l'homme qui me déplaît. C'est le degré, pardonnez-moi de le dire, c'est le degré zéro du débat. Le degré zéro du débat. D'abord parce que une science n'est pas faite pour nous plaire ou nous déplaire. Une science est. Et donc, s'il y a des avancées sur la connaissance du cerveau humain, il faut évidemment le savoir. Mais deuxièmement, personne n'a prétendu que les neurosciences, en l'occurrence, nous apporteraient toutes les solutions à tous les problèmes. Personne n'a jamais dit ça, ni Stanislas Dehaene, ni moi-même, ni quelconque personne sérieuse travaillant sur ces sujets. Au contraire, si vous écoutez les chercheurs en neurosciences, ils sont d'une très grande humilité. Ils vous disent qu'ils sont au début de la découverte d'un océan et qu'ils peuvent apporter des éléments, que ces éléments progressivement nous aident. Par exemple, sur l'apprentissage des mathématiques, nous avons appris des choses au cours des 20 dernières années qui sont très utiles pour quiconque enseigne les mathématiques. Il faudrait ne pas faire semblant de ne pas savoir que ça existe parce qu'on aurait une vision idéologique des sciences cognitives. C'est aberrant et ça ressemble aux obscurantismes d'autres époques qui ont voulu, quand des sciences nouvelles apparaissaient, s'en prémunir. Par ailleurs, ça nous envoie à des enjeux épistémologiques et je pense que ce mot d'épistémologie doit être très important dans un colloque comme celui-ci. C'est-à-dire que ce que nous pouvons appeler les sciences de l'éducation au sens extrêmement large du terme, le plus englobant du terme, par définition, sont vivantes et par définition évoluent. Quand la sociologie est arrivée à la fin du XIXe siècle, vous avez eu, les gens sortaient les gousses d'ail comme ceux qui sortent les gousses d'ail aujourd'hui quand on parle de sciences cognitives. De la même façon. Et c'est toujours les mêmes réflexes, ils sont en réalité des réflexes conservateurs. C'est touche pas à mon domaine, touche pas à mon petit pré que j'ai construit pendant les dernières décennies, parce que ça remet trop en cause ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça n'est que ça. Alors après, on peut mettre des bannières progressistes au-dessus de ça, mais c'est un conservatisme total. Il faut bien le dire. Moi, mon objectif, c'est l'ouverture à ce que toutes les disciplines pertinentes peuvent nous dire sur l'éducation. Et ça peut être aussi bien la didactique de telle ou telle discipline, ça peut être les sciences cognitives entendues au sens large, ça peut être la sociologie, ça peut être l'économie, ça peut être l'histoire. Toutes les disciplines, pratiquement, ont quelque chose à dire sur l'éducation, et c'est l'ouverture d'esprit qui doit caractériser notre vision. Je suis donc, vous l'entendez, vous le comprenez, dans ma passion, je suis parfois stupéfait par la tournure que cela prend, et pour moi, les SP doivent être le cœur de la défense de la démarche scientifique. Il n'est pas pensable d'avoir, dans une école qui forme les futurs professeurs, des démarches idéologiques consistant à dire « attention, cette science-là n'est pas bonne, attention, celle-ci est bonne ». Ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour les élèves. Et ce qui, tout de suite, est un indice de l'ouverture d'esprit, c'est la capacité à écouter l'autre discipline, à regarder, à faire justement de la transdisciplinarité pour de vrai. Et donc, on ne doit avoir d'exclusif vis-à-vis d'aucune discipline. D'ailleurs, je n'en ai aucune. Je n'en citerai aucune pour que n'ait pas d'inquiétude de quelle corde que ce soit. Mais ce qui est important de regarder, c'est ce que nous apporte une discipline, sa scientificité, son utilité pour direct ou indirect pour les élèves. Et nous avançons ainsi pragmatiquement à la lumière des sciences. Ce que je suis en train de dire n'est pas très original. J'ai à le dire avec passion parce que j'ai vu des arguments inverses surgir, mais j'ai de la peine à avoir à dire cela. Je ne devrais pas avoir à le dire. Ça devrait être quelque chose de naturel, quelque chose qui avance de soi. Et comme ça n'est pas le cas, je suis obligé d'insister. Mais ce que je vous demande à tous sur ces questions-là, c'est de regarder ce que j'écris et d'écouter ce que je dis, et éventuellement d'en faire votre jugement, mais certainement pas de vous fier aux commentaires qui sont faits de ce que je dis ou de ce que j'écris. Parce que je vois une telle absence d'honnêteté intellectuelle dans un certain nombre de cas que je crois qu'on est en effet aux antipodes du débat scientifique quand on a ce type de commentaires. Donc non, les sciences cognitives ne seront pas l'alpha et l'oméga de ce qui va se passer en matière scientifique dans l'éducation nationale. Oui, elles ont de l'importance aujourd'hui, si on veut être honnête, au XXIe siècle, pour réfléchir sur l'éducation. Oui, toutes les disciplines déjà présentes et pas encore présentes
ont leur place pour la formation des professeurs. Et oui, tout ceci doit nous conduire à une articulation très forte entre la recherche et l'enseignement, à une présence toujours plus forte de la recherche, avec les conséquences institutionnelles que l'on peut en tirer. Et j'y viens, puisque je sais que c'est dans vos débats, et vous l'avez dit à l'instant, il est très intéressant de regarder aujourd'hui la structuration de la recherche en France, telle qu'elle a pu aussi évoluer depuis la création des SP, mais telle qu'elle s'était déjà un petit peu enclenchée avec les IUFM. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'on voit à la fois des points forts et des points faibles. Je dirais du côté des points faibles un certain éclatement et une certaine dispersion. Quand on regarde les chiffres aussi, je pense encore aujourd'hui un trop faible nombre de publications justement à portée nationale et internationale. Et là, c'est aussi un travail avec Frédéric Vidal pour que nous réussissions à stimuler davantage cette dimension. Du côté des points forts, je vois de plus en plus de capacité des SP à articuler au sein des universités d'autres champs du savoir que ceux qui sont directement inclus dans les SP. Et je pense que ça va dans le sens de ce que je disais précédemment. Ça m'est arrivé soit d'aller dans des SP, et encore trop peu ces derniers temps. Je serai demain dans un SP d'Auvergne à Aurillac. J'étais à Strasbourg il n'y a pas très longtemps. Je vois des choses très positives de collaboration, de coopération entre différentes facultés et l'ESP. C'est évidemment cette ouverture que l'on peut souhaiter. De même, on voit une internationalisation de plus en plus forte et elle va dans le bon sens. Dans un monde idéal, l'ensemble de nos futurs professeurs auraient une expérience internationale avant d'exercer. Je pense que ça va dans le sens de ce que je vous disais précédemment. Très important d'avoir connu le fonctionnement d'un autre système éducatif pour ensuite être encore meilleur dans d'autres systèmes éducatifs. Lorsque je parle de comparaison internationale et d'internationalisation, je ne fétichise aucun système étranger. Là aussi, je voudrais être très clair. Je suis très fier de la trajectoire du système français. Je pense que nous pouvons tous l'être. Il n'y a pas d'autodérision à faire. Mais par contre, l'autocritique est toujours positive et toujours utile. Et nous devons être très conscients du fait que nous avons en nous un trésor. Nous avons, par la trajectoire française, les éléments qui, à mes yeux, peuvent nous permettre d'être parmi les meilleurs du monde en matière de formation des professeurs et donc en matière scolaire. Nous avons ces éléments-là parce qu'aujourd'hui, les deux ingrédients qu'il faut réunir, j'ai dit tout à l'heure que nous étions le pays de Descartes, nous sommes aussi le pays de Picasso, nous sommes un pays qui a une très grande force et dans les enjeux que je qualifierais de manière très générale de logique, de rationalité, et dans les enjeux que je qualifierais de culture et de créativité. Et ces deux enjeux-là, on pourrait trouver d'autres mots pour les qualifier, mais ces deux dimensions-là, c'est ce qui fait le succès d'un système éducatif, c'est ce qui fait la qualité de ce que nous transmettons aux enfants. La logique, la culture. La capacité à avoir quelque chose de structuré, et en général, on nous fait le crédit d'avoir ce sens-là, mais aussi la capacité à créer des libertés, de la créativité, de l'autonomie, du sens de l'équipe, tous ces enjeux décisifs d'évolution du système éducatif. Les systèmes qui évoluent le mieux aujourd'hui dans le monde sont ceux qui réussissent cela. On parle par exemple souvent du cas de Singapour, qui est arrivé premier, qui est un cas que j'ai beaucoup regardé. Bien, Singapour est parti de qualités qu'on pourrait qualifier de confucéennes, et donc qui correspondent plutôt à la première catégorie de qualités que je viens de mentionner. Et Singapour s'est mis dans une démarche d'innovation et de comparaison internationale, et en faisant cela, est allé voir ce qui allait bien dans d'autres pays. Et donc ils ont ajouté l'ingrédient de créativité très fortement dans l'ingrédient, disons, de rationalité. Ils l'ont fait d'ailleurs par rationalité. Et ces deux choses ensemble, aujourd'hui, sont en train de donner des effets. Je suis persuadé que nous, qui partons d'atouts en réalité plus importants, en ayant des démarches propres à la France, d'ouverture internationale et de progrès grâce à la comparaison internationale, nous pouvons aller très loin dans cette direction. D'où les enjeux de coopération avec les pays qui réussissent bien en matière scolaire en ce moment. Je pense par exemple au Danemark, où j'étais récemment. Je pense à plusieurs pays d'Europe du Nord. Je pense au Québec, avec qui nous avons vocation à faire beaucoup de choses. Mais aussi bien d'autres pays, parfois des pays auxquels on ne pense pas tout de suite. Le Portugal, par exemple, est un pays qui a connu de grands progrès ces dernières années et qui les a connus en agissant sur des facteurs utiles. Tous ces éléments-là peuvent nous permettre d'être optimistes sur la capacité du système français à progresser. Pour cela,
Eh bien, nous devons d'abord être unis. Je pense que c'est un point très important. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes, confiance dans notre institution. C'est pourquoi je m'efforce de donner ces signaux de confiance, aussi bien vis-à-vis de vous que vis-à-vis de l'ensemble du système, et notamment vis-à-vis des professeurs de France. C'est pourquoi je résume tout ce que nous avons à faire par l'expression « école de la confiance », parce que cette école de la confiance, pour moi, c'est la création du cercle vertueux qui permet d'avancer vers les différentes pistes dont vous parlez au cours de ces 2 journées. Je pense que nous avons donc des marges de progrès absolument considérables, que l'institution dont j'ai la responsabilité est certes à l'aval de ce que vous faites, mais en étant à l'aval, elle est à l'amont. Autrement dit, elle a un effet rétroactif sur vous absolument considérable, et que vous devez donc vous considérer comme extrêmement lié à elle. C'est pourquoi nous avons à travailler très fortement ensemble dans les prochains temps. C'est pourquoi je serai aussi précis que possible sur les attentes de l'institution vis-à-vis des SP, parce que ces attentes sont grandes si nous voulons des professeurs bien formés. Je considère que le thermomètre de cette réussite dans le futur, ce sera votre capacité à mener la formation continue plus fortement que ce n'est le cas aujourd'hui des académies, puisque ce sera un signe de confiance. Aujourd'hui, vous avez, pardon de le dire comme ça, mais un monopole, celui de la formation initiale, et vous tirez profit de ce monopole. Et je le dis en bonne part. Le jour où vous aurez la formation continue, c'est que votre attractivité sera démontrée en quelque sorte. Et les deux vont ensemble, évidemment. Et je pense que, par ailleurs, la mixité des publics de formation continue et de formation initiale est évidemment, quand c'est possible, une très bonne chose. Vous me trouverez toujours pour encourager cette logique-là. Je suis là pour ça, et je suis aussi pour le relier aux grandes institutions de notre maison qui peuvent être utiles dans ce sens. Je pense notamment à celles qui se trouvent à Poitiers, les 3 qui se trouvent à Poitiers, c'est-à-dire l'ESN, Canopé et le CNED, et qui peuvent contribuer à cette logique dont je viens de parler. Donc nous avons de très grands boulevards devant nous, de très grandes possibilités, un très grand potentiel. Si vous êtes là aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'est que vous êtes à l'avant-garde de tout cela, c'est que vous avez envie de cela, c'est que vous avez envie de faire avancer le système scolaire par la recherche, mais aussi par les constats très pragmatiques de terrain, et que par ce double moteur, eh bien, vous avez tout simplement envie de contribuer à l'intérêt général, c'est-à-dire au progrès de tous nos élèves. Pour cela, soyez remerciés. Merci de votre engagement, qui est un engagement sur la durée, et vous pouvez compter sur moi pour vous aider dans cet engagement. Merci beaucoup.